Tu veux faire quoi? Welcome back. We are joined today by Lord Robert. Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Lord Robert Skidelsky, professeur britannique, économiste, historien et membre de la Chambre des Lords, ainsi qu'auteur prolifique, surtout connu pour sa biographie en 3 volumes de l'économiste John Maynard Keynes. Merci beaucoup d'être revenu dans l'émission. Merci. J'ai lu l'un de vos articles, il date de plus de 2 ans, mais il me semble de plus en plus pertinent. You Thought le dernier combat de la mondialisation. Je trouvais que c'était une perspective intéressante, car dans les années 90, nous avons vu apparaître cette thèse de Francis Fukuyama, la fin de l'histoire, qui supposait le triomphe de la démocratie libérale, de l'économie libérale, et bien sûr de tout cela sous la direction des États-Unis. Vous savez, nous avons beaucoup de théories, mais celle-ci est presque devenue une évidence. Toute une classe politique a été formée au cours des 30 dernières années sur cette conviction, et il semble que cela soit arrivé à son terme. Il y a une certaine confusion quant à la manière d'y faire face, car il ne s'agit pas simplement d'un modèle, mais d'une vision du monde entière qui s'est effondrée. Oui, un bon point de départ serait de rappeler que ce n'est pas la première vague de mondialisation. Nous en avons connu une principalement au XIXe siècle. Cette première mondialisation, mais nous avons aussi assisté à sa fin. Comment établissez-vous d'après vous les deux? Eh bien, une façon d'établir un parallèle consiste à examiner quelle puissance était la puissance hégémonique. C'était l'un des points très importants soulevés par Friedrich List, le grand défenseur du protectionnisme au XIXe siècle, lorsqu'il disait, il y avait d'autres points, mais celui-ci est le plus important à mes yeux, que le libre-échange dépend de la sécurité, autrement dit, des conditions de paix. Et il est difficile d'assurer cela dans un système mondial, car nous n'avons pas de gouvernement mondial pour garantir la paix. Mais il y a toujours eu des gouvernements de substitution, que l'on appelle des hégémons. Et au XIXe siècle, lorsque s'est produite cette grande expansion de la mondialisation, il existait quelque chose qu'on appelait la Pax Britannica. La Pax Britannica garantissait réellement la paix sur de nombreuses routes commerciales qui se développaient entre l'Europe et l'Asie, l'Europe et les États-Unis, ainsi qu'avec l'Amérique latine. Puis tout cela s'est effondré à cause du défi allemand, et la Première Guerre mondiale a éclaté. Durant l'entre-deux-guerres, il n'y avait pas d'hégémon. Comme l'a dit Kindleberger, les Britanniques ne pouvaient plus assumer ce rôle, et les Américains ne voulaient pas encore le faire. Il y eut donc cet interrègne, suivi du déclin du libre-échange. Puis, comme vous l'avez justement dit, il y a eu le moment Fukuyama, lorsque le rêve était à nouveau que l'hégémon américain dominerait désormais le monde entier, parce que la résistance organisée à son encontre s'était effondrée. Mais cela aussi était une mauvaise lecture de l'époque, car en réalité la puissance américaine était en déclin, et d'autres puissances montaient. Et c'est ainsi que l'on a vu apparaître la multipolarité. Et dans des conditions multipolaires, à moins qu'il n'existe un sentiment de coopération très fort, on assiste à une démondialisation, parce qu'on ne peut pas avoir confiance dans le fait que l'avenir sera pacifique. En somme, c'est, je crois, l'histoire de la chose. Eh bien, il est intéressant de constater, comme vous le suggérez, que la répartition du pouvoir influence la mesure dans laquelle la mondialisation est possible. C'était, je crois, le point de Friedrich List. Oui, le libre-échange est merveilleux à l'intérieur d'un pays, mais dès qu'on l'introduit dans le système international, il faut tenir compte des réalités politiques d'un monde divisé en États, chacun devant veiller à sa propre sécurité. Pour cette raison, les relations économiques doivent refléter cette réalité politique.
Mais d'un autre côté, on observe une tendance naturelle vers une forme d'hégémonie, car il y a généralement un État capable de diriger sur le plan technologique. C'est souvent le même État qui contrôle les corridors physiques, par exemple les corridors maritimes, que les Britanniques et les Américains ont pu dominer. Et puis il y a aussi la position naturellement monopolistique des banques internationales, des monnaies de réserve, et ainsi de suite. Mais en même temps, on voit que les États souhaitent acquérir davantage d'autonomie politique, pour les raisons que vous avez évoquées avec Liszt. Ils aimeraient donc se découpler, se diversifier, développer une autonomie stratégique. En d'autres termes, disposer d'une certaine liberté vis-à-vis de l'hégémon. Pensez-vous donc que la mondialisation ne puisse fonctionner que sous, disons, un hégémon bienveillant, quelque chose comme une Pax Britannica ou une Pax Americana, un hégémon à la fois sûr de lui et à l'aise qui n'a pas besoin d'exercer ses pouvoirs administratifs de manière coercitive? Oui, je pense que c'est juste. L'histoire semble le confirmer. C'était ce qu'on appelait la thèse de Fukuyama, dont nous avons déjà parlé, mais il existe aussi quelque chose appelé la thèse de Kindleberger. Et c'était précisément cet argument. La mondialisation dépend d'un hégémon, d'un pouvoir hégémonique. Mais l'exercice des fonctions hégémoniques affaiblit l'hégémon, car il doit fournir des biens publics pour le système. Et cela l'affaiblit. Tous les autres en profitent sans contribuer, et ainsi l'hégémon s'affaiblit en remplissant ses devoirs. Et c'était la seule alternative qui existait à un gouvernement mondial. L'idée, en 1945, je crois, était que les Nations Unies, et surtout le Conseil de sécurité, fourniraient une sorte de gouvernement mondial. Mais cela dépendait de l'accord des 5 puissances, et cet accord a été brisé par le déclenchement de la guerre froide. Ainsi, le Conseil de sécurité de l'ONU n'a jamais fonctionné comme un gouvernement mondial, et il n'y a eu aucun remplaçant depuis. Ensuite, on se heurte au problème de Friedrich List. Comme vous le dites, les routes maritimes deviennent menacées, et l'économie et la géopolitique commencent à s'entremêler. Vous ne pouvez pas faire ceci, car cela menacerait votre sécurité. Ou vous devez développer certaines industries stratégiques pour renforcer votre sécurité. Et l'autre facteur récent, bien sûr qui a favorisé la démondialisation, ce sont les sanctions économiques. Les sanctions économiques, censées affaiblir votre adversaire, ont en réalité pour effet de détourner leurs économies vers d'autres pays qui n'appliquent pas ces sanctions. Ainsi, la Russie, la Chine, la diversification des exportations de pétrole. Une caractéristique intéressante aujourd'hui est que le commerce entre les pays du BRIC, en pourcentage du commerce mondial, est passé d'environ 7% dans les années 1990 à près de 20% aujourd'hui. Il y a donc une formation de blocs en cours. On ne peut pas dire que cela ait atteint le niveau des années 1930, pas encore. Mais c'est la tendance. Et avec la formation de blocs commerciaux, on assiste naturellement à la dissolution du système financier mondial, le système SWIFT, qui est, comme vous le savez, le principal système de paiement pour les banques, et qui tend lui aussi à se dissoudre. Je pense donc que c'est la tendance. Et il faut toujours se rappeler une chose. Les années 1930 se sont terminées par une guerre mondiale. Oui, eh bien, c'est bien là le problème. Je veux dire, les gens parlent souvent comme si nous vivions avant la Seconde Guerre mondiale, mais cela ressemble plutôt à la période précédant la Première Guerre mondiale. Car lorsque les États-Unis étaient tout-puissants et confiants, ils pouvaient fournir ces biens publics, comme les aurait appelés Kindleberger. Autrement dit, tout le monde pouvait accéder aux technologies, tout le monde pouvait compter sur la puissance industrielle. Les États-Unis garantissaient à chacun la liberté de navigation, la possibilité d'utiliser leur banque, le système SWIFT, le dollar, et en instaurant cette confiance, tout le monde s'intégrait aisément dans un ordre dirigé par les États-Unis.
dont ils tiraient profit. Mais comme vous le dites, à un moment donné, de nouveaux centres de pouvoir émergeront inévitablement, et il ne pourra plus agir de manière bienveillante, car alors, il n'y aura plus d'hégémon. Donc vous voyez maintenant, restreindre l'accès aux technologies pour la Chine, saisir les pétroliers iraniens, bloquer SWIFT pour les pays hostiles, bloquer les banques, légaliser le vol des réserves nationales, restreindre l'usage du dollar. Tout cela, ces efforts pour empêcher l'ascension de rivaux, fera en sorte que le reste du monde ne pourra plus vivre sous l'hégémonie américaine. Oui, je veux dire, je suis d'accord. Je veux dire, il y a deux choses. L'une me semble inéluctable. Les puissances montent et déclinent, et on ne peut pas y faire grand-chose. C'est une fonction de la croissance économique, une fonction des idées, et ainsi de suite. Donc la Chine est là, comme l'une des puissances dominantes, et c'était inévitable. Cela signifie que le contrôle des États-Unis sur l'ensemble du système était voué à s'affaiblir. Je veux dire, c'est un fait inéluctable, et nous devrions l'accepter pacifiquement, sans esprit belliqueux. Je veux dire, la partie auto-infligée de tout cela, c'est que nous avons accéléré ce processus en imposant des sanctions économiques aux pays que nous considérons comme des ennemis potentiels ou réels. Et cela a précipité la désintégration du système mondial et rendu beaucoup plus difficile la recherche d'un accord ou d'une coopération entre les grandes puissances sur l'avenir du système, sur la direction qu'il devrait prendre. Cela fragmente l'OMC, cela fragmente le système SWIFT, cela impose des protections. Je veux dire, vous savez, il faut protéger ces routes d'approvisionnement et il ne faut pas donner de technologie à ses ennemis potentiels. Cela fausse donc tout le système d'avantages comparatifs sur lequel repose le libre-échange en tant que système économique. Nous allons donc dans cette direction. Et pour moi, c'est absolument révoltant, car l'équivalent national de cela, c'est le réarmement de l'Europe et d'autres pays afin de développer des sources nationales pour les armes dont nous aurons besoin dans une éventuelle confrontation avec nos ennemis. Le réarmement, j'appelle cela le keynésianisme militaire. Le keynésianisme militaire est en plein essor. Il ne l'appelle jamais keynésianisme, car il n'y croit pas. Il ne mentionne jamais Keynes, mais je pense que le président Eisenhower l'a décrit très justement en 1961 comme le complexe militaro-industriel, et il a mis en garde contre cela dans son dernier discours en tant que président. Et nous y sommes. Sur le plan intérieur, nous voyons se développer un complexe militaro-industriel. Si vous avez un complexe militaro-industriel, alors cela est contraire au libre-échange. Eh bien, c'est ce qui rend l'époque actuelle si terrifiante, car on peut comprendre son fonctionnement en regardant aussi vers le 19e siècle. Autrement dit, la répartition du pouvoir qui permettait à la mondialisation de fonctionner pacifiquement disparaît. On assiste donc à la résurgence de la concurrence industrielle pour se disputer la production mondiale telle qu'elle est. La Chine, les États-Unis. Et bien sûr, cela se traduit par une remilitarisation, avec un changement de rhétorique. On le voit aujourd'hui en Europe. Nous entrons dans une phase de keynésianisme militaire. Il n'y a aucune reconnaissance des raisons pour lesquelles la mondialisation a pris fin. À la place, on avance toujours ces explications simplistes. Un homme mauvais est apparu à l'Est. Il suffit donc d'avoir assez d'armes pour le détruire, et tout redeviendra comme avant. On voit bien où cela mène. Mais pour cette raison, pensez-vous que le moment unipolaire et l'hégémonie américaine, ainsi que l'ordre international libéral plus large, n'ont jamais vraiment été viables? Non, ce n'était jamais durable. Cela reposait sur des faits de puissance, non sur des idées. Les idées, je ne pense pas qu'elles soient jamais devenues universelles, mais la puissance, elle, l'était.
Une fois que cette puissance a commencé à s'estomper, le manque de durabilité est devenu évident. Je veux dire, je ne pense pas, les Britanniques aiment croire que la Pax Britannica était un mélange de puissance dure et de puissance douce. Et bien sûr, il y avait une certaine puissance douce. Il y avait une acceptation générale, bien plus large, des idées britanniques, du libéralisme universel. Mais souvenez-vous, une grande partie de la Pax Britannica dépendait en réalité de l'Empire britannique. Elle ne reposait pas seulement sur cette marine britannique bienveillante, patrouillant les mers et arrêtant les pirates. L'Empire britannique englobait en réalité un quart du monde, et c'était là l'aspect difficile de la Pax Britannica. L'Amérique a disposé d'une puissance comparable entre 1945 et 1950, puis à nouveau en 1990. Tout ce que je veux dire, c'est que les hommes d'État utilisent aujourd'hui le langage de l'universalisme sans avoir la puissance nécessaire pour réellement l'imposer. On assiste alors à un effondrement terrible de la rhétorique intelligente. Je ne comprends pas. Nos politiciens ont-ils un cerveau ou sont-ils simplement tellement prisonniers de leurs schémas mentaux qu'ils ne voient plus la réalité clairement? La réalité, c'est que nous vivons dans un monde multipolaire et que nous devons apprendre les habitudes de la coopération pour y survivre. Oui, c'est ça le problème. D'habitude, on examine différentes variables pour voir où va le monde. On peut regarder la puissance militaire, les facteurs économiques, les tensions politiques, mais c'est assez décourageant de constater que la stupidité semble être devenue un élément clé. Je ne le dis pas de manière méprisante, mais la qualité du leadership politique, c'est désormais l'une des grandes crises que nous connaissons réellement. Soit ils ne disent pas ce qu'ils pensent, soit ils ne le savent pas. C'est assez préoccupant. Mais pour beaucoup, c'était déroutant, car la Chine a pu croître rapidement sous cet hégémon américain. Je veux dire, elle a effectivement prospéré de façon remarquable, au moins depuis le début des années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Donc beaucoup supposaient que les Chinois seraient très à l'aise de continuer à vivre sous le parapluie américain. Mais est-ce là la contradiction, que parce qu'ils ont pu prospérer, cela sape l'hégémon? Parce que, eh bien, s'il existe une Chine florissante, alors il n'y aura plus d'hégémon américain. Oui, je veux dire, cela affaiblit effectivement l'hégémon, car les États-Unis offraient un marché très sûr pour les exportations chinoises, et cette relation convenait aux deux pays. Les Chinois réalisaient un excédent commercial avec les États-Unis et ils plaçaient leurs dollars dans les bons du Trésor américain, ce qui permettait une expansion intérieure aux États-Unis. C'était donc une relation symbiotique, mais elle s'est effondrée parce qu'au final, les Américains ont compris qu'ils perdaient leur capacité industrielle. Pas entièrement, mais ils étaient en train de se vider de leur substance. Et c'est ainsi qu'est venue la réaction de Trump. Je pense que les gens seraient intéressés de lire un ouvrage intitulé « L'agenda des présidents », qui a bien sûr été compilé par l'un des conseillers de Trump. Je veux dire, il a été officiellement publié cette année. Et il affirmait que la chute de l'Amérique n'avait pas été provoquée par l'hostilité chinoise, mais par l'égoïsme de nos élites cosmopolites. C'était exactement l'expression utilisée par l'administration Trump pour décrire leur indifférence face à la désindustrialisation du pays. Et c'était la justification des tarifs douaniers et le début de la guerre commerciale. Il était évident que cela allait arriver. L'Amérique ne pouvait pas continuer à fournir tous ses services, les services d'un dollar fort au reste du monde, alors que le dollar s'affaiblissait régulièrement à cause de l'augmentation des importations. C'était là la contradiction. Eh bien, je me souviens que dans les années 2000, le thème principal à l'université portait sur la dépendance mutuelle entre les États-Unis et la Chine. Mais bien sûr, la durabilité de cette dépendance était toujours un sujet intéressant,
car comme vous le suggérez, chaque année, la puissance productive des usines passait des États-Unis à la Chine. Chaque année, davantage de dollars allaient des États-Unis vers la Chine. Et les Chinois gravissaient les chaînes de valeur mondiales, maîtrisant des technologies de plus en plus avancées. Pendant ce temps, les Chinois regardaient les États-Unis, même en remontant à Deng Xiaoping, et disaient, « Vous savez, nous serons toujours contenus. » Et ils s'inquiétaient de la vision unipolaire et universaliste des États-Unis. Les deux parties sont donc mutuellement dépendantes, disent-ils, mais ce n'est pas durable. La confiance ne cesse de diminuer. Et à mesure que les puissances se rapprochaient, il était en quelque sorte prévisible que cela finirait par se rompre. Mais cet argument de l'administration Trump, selon lequel les élites cosmopolites auraient en quelque sorte coulé les États-Unis, ne s'harmoniserait-il pas avec les idées de Friedrich List, qu'elles n'auraient pas pris en compte les réalités politiques, qu'elles se seraient laissées emporter par leurs propres idéaux de libéralisme économique? Absolument, et ce serait le cas. Son autre écho dans la pensée historique est bien sûr le fascisme. C'était exactement l'argument des nationaux-socialistes. Et je veux dire là encore, cela peut engendrer une rhétorique malsaine, car dans les années 1930, ceux qui exploitaient cet argument affirmaient que la finance internationale, ou l'élite cosmopolite, était en grande partie juive. On voit donc comment le nationalisme économique peut assez facilement se transformer en antisémitisme si l'on identifie l'élite cosmopolite à un groupe ethnique ou religieux particulier. C'est ce que dans l'ensemble, le fascisme a fait. Et à juste titre, on l'a appelé le socialisme des imbéciles, l'antisémitisme. Mais cela avait une résonance. Et j'ai lu quelque part que cela recommence à croître aux États-Unis. Mais pour passer à l'alternative, comment obtenir un gouvernement économique mondial qui ne soit pas hégémonique lorsqu'il n'existe pas de gouvernement mondial? Keynes avait une réponse à cela, et je pense qu'elle est brillante. Son union de compensation internationale, une proposition qu'il a formulée en 1941 pour créer essentiellement une banque mondiale de compensation, où les nations détiendraient leurs soldes commerciaux. Cela empêcherait tout pays d'avoir un excédent commercial permanent ou un déficit commercial permanent, car il serait soumis à des pénalités s'il le faisait. L'idée était donc d'atteindre un commerce équilibré chaque année. Et cela a été rejeté par les États-Unis, car les États-Unis détenaient la majorité des dollars du monde. Enfin, je devrais dire la majorité de l'or mondial à cette époque. Ils ne voulaient donc aucune restriction à leur capacité d'utiliser leurs excédents à leur propre avantage. Cette proposition a donc été abandonnée. Mais si l'on veut une solution non nationaliste à la crise actuelle, il me semble que ce serait une étape très importante. Élaborer une nouvelle version de l'Union de compensation internationale de Maynard Keynes. Fait intéressant, les Chinois ont montré un certain intérêt pour cette idée en 2009. Mais à cette époque, les Américains n'étaient pas intéressés. Le dollar restait tout puissant. Eh bien, cela pourrait être plus intéressant du côté chinois s'ils adhèrent à l'idée que, plutôt que d'avoir un système hégémonique organisant la mondialisation, ils croient réellement en l'idée multipolaire, celle selon laquelle on peut construire des institutions où personne ne peut dominer, mais où chacun dépend plus ou moins des autres. Je voudrais simplement revenir sur votre point concernant l'argument fasciste. Voyez-vous, le fascisme a été une réaction ou une réponse naturelle à une période suivant la mondialisation, durant laquelle les cosmopolites qui ont favorisé le libre-échange était-ce seulement parce qu'ils ont affaibli la compétitivité économique, ou considérez-vous aussi qu'ils ont sapé les valeurs traditionnelles? J'essaie simplement d'établir un lien entre le fascisme et la fin de la mondialisation.
end of globalization. Eh bien, le nationalisme économique, je veux dire, si l'on prend simplement socialisme national comme expression, comporte un élément socialiste de gauche et un élément de droite. Et ce que les fascistes des années 1930 ont fait, c'est les combiner. Et cela s'appelait le fascisme. Nous n'avons aujourd'hui aucune possibilité de voir renaître un véritable fascisme, car le fascisme authentique était fortement militarisé et issu de la Première Guerre mondiale. Mais ce que nous avons, c'est un néofascisme. Et ces idées ont une histoire. Elles sont réutilisées pour de nouvelles situations. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Cela ne prend pas la forme particulière de l'antisémitisme, car le socialisme national des années 1930 visait directement l'élite financière. Aujourd'hui, le nationalisme économique est davantage dirigé contre l'immigration, mais il comporte aussi un élément d'hostilité envers l'élite internationale, comme je l'ai suggéré dans ce programme pour le président, car on la considère responsable par son manque de patriotisme d'avoir délocalisé le cœur de l'économie. Et maintenant, il faut la relocaliser. L'élite cosmopolite, malheureusement, est assez visible. Je veux dire, il y a ces personnes dont la fortune atteint 500 milliards. Et il y en a une dizaine, une douzaine ou une quinzaine dont tout le monde connaît le nom. Ce sont des cibles, bien sûr qu'elles vont l'être. La manière dont cela sera négocié, la façon dont nous maintiendrons une politique civilisée face à cette immense concentration de pouvoir, sera une grande question pour les prochaines années. Is going to be a big question for the next few years. But given that the cosmopolitan elites Mais étant donné que les élites cosmopolites ont provoqué beaucoup de perturbations, le rôle du centre ne devrait-il pas consister à trouver un moyen de rééquilibrer le système international, je suppose, sans céder à cette haine ni glisser vers le fascisme? Parce que cela semble être une ligne très fine. Et j'en suis conscient, car je trouve les arguments de Friedrich List extrêmement convaincants. Ce serait probablement mon économiste préféré. Mais je vois aussi cette pente dangereuse et glissante, à quel point elle est étroitement liée à bon nombre de ces idées fascistes. Oui, je veux dire, nous n'avons pas de gouvernement mondial. Lionel Robbins a écrit dans les années 1940 un essai très brillant, affirmant que l'argument du libre-échange avait une faiblesse majeure. Il ne tenait pas compte des fondements politiques du libre-échange. Et c'est toujours une faiblesse. Si nous voulons le libre-échange, et je pense que le libre-échange est une bonne chose, moins il y a de restrictions au commerce, mieux c'est. Mais nous devons avoir un système mondial qui le rende sûr, un système qui ne soulève pas sans cesse des problèmes stratégiques pour le commerce. Et nous n'avons pas cela pour le moment. C'est en partie de notre faute. Nous identifions des pays comme des ennemis, sans réellement réfléchir sérieusement à quel point ils le sont ou dans quelle mesure nous pourrions coopérer avec eux. Donc je pense que nos hommes d'État avancent à l'aveugle vers l'abîme. C'est, pour moi, terriblement déprimant. Eh bien, c'est aussi un aspect du fascisme, lorsque des nations entières deviennent des ennemis. Mais ici, il s'agit de la guerre actuelle que nous connaissons en Europe. L'une de mes préoccupations, c'est que par le passé, nous avons toujours eu une rivalité avec les Russes, mais la compétition et même le mépris étaient toujours, vous savez, masqués par une rhétorique libérale. Autrement dit, nous ne détestions pas vraiment les Russes. Nous détestions simplement Poutine. En réalité, nous étions du côté des Russes. C'était un peu l'idée principale, parce que nous voulions la liberté pour eux, que Poutine leur refusait. Vous savez, on disait que cela s'appliquait à tous les pays, plus ou moins. Mais maintenant, c'est tout à fait différent. Le voile libéral a été jeté. Il semble y avoir une haine générale d'une nation et de son peuple. Je ne sais pas si vous jugeriez exagéré de dire que cela a vraiment refait surface.
C'est le cas. Et en Grande-Bretagne, c'est très évident. Je ne sais pas quel est le ton du discours dans les pays scandinaves, mais en Grande-Bretagne, il existe une russophobie. Russophobie est le terme exact. Et elle est très très forte. Elle ne laisse place à aucun autre argument. Elle ne cherche en rien à comprendre le point de vue russe sur les questions en conflit. Cela conduit directement à la guerre. C'est fondé sur l'idée, je parle du Royaume-Uni, que la Grande-Bretagne doit se réarmer afin de pouvoir mener et gagner une guerre contre la Russie. Ce sont les mots mêmes de la revue de la défense stratégique. Bien sûr, elle ajoute ensuite que si nous sommes capables de gagner, nous n'aurons pas à le faire, car cela constituera une dissuasion suffisante. Mais c'est inquiétant. Nous voulons nous placer dès maintenant dans une position qui nous permette de mener et de gagner une guerre contre la puissance nucléaire la plus lourdement armée du monde. De quoi parlent ces gens? Cela semble, eh bien, les Scandinaves n'ont pas les capacités ni la taille des Britanniques. Mais c'est à peu près le même discours. Et cela ne s'applique pas seulement à eux. Cela concerne tous les rivaux. On ne discute plus des préoccupations de sécurité des adversaires, c'est-à-dire ce qui inquiète les Russes, les Chinois, les Iraniens et d'autres. Il n'y a plus que l'hypothèse d'une intention belliqueuse. Donc oui, j'appellerais cela à la fois de la peur et de la haine. Et il n'existe tout simplement plus d'espace dans la société où l'on puisse réellement discuter de leurs préoccupations si le but est de trouver un compromis. On part toujours du principe que le compromis devient de l'apaisement, parce que, vous savez, le bien ne devrait pas faire de compromis avec le mal. Le bien devrait vaincre le mal. C'est ainsi que l'on obtient la paix. Et les personnes qui s'expriment dans ce langage très extrémiste le font avec la présomption de vertu, que la raison pour laquelle elles parlent avec une telle haine envers tout un peuple, c'est parce que ces gens sont mauvais. Donc en somme, leur haine est une bonne haine. Elle leur montre à quel point ils sont bons. Haine cieuse. Oui, c'est assez troublant à entendre, et je ne pense pas qu'ils aient pris le recul nécessaire pour écouter ce qu'ils disent réellement, car c'est plutôt méprisable dans la façon dont ils considèrent leurs semblables. Je suis d'accord. Mais je suis d'accord. Et de plus, cette rhétorique unit la droite et la gauche. Ce que je veux dire, c'est que les deux composantes du centre, les partis socialistes orthodoxes et les partis conservateurs orthodoxes, tiennent exactement le même discours. Et le thème unificateur est bien sûr la démocratie contre l'autocratie. Je veux dire, ces pays que nous pouvons nommer dans le monde, et qui en représentent en réalité une proportion assez importante, sont des autocraties. Et les autocraties sont naturellement expansionnistes, car elles doivent justifier leur répression auprès de leur propre population en conquérant d'autres pays. Alors que les démocraties sont naturellement pacifiques, elles sont purement défensives, car elles règlent leurs différends par le dialogue plutôt que par la force. Ce n'est pas un résumé exact de l'histoire de la démocratie, et ce n'est pas non plus un résumé exact de l'histoire de l'autocratie. Mais néanmoins, cela vous donne l'idée que vous menez une guerre juste contre l'autocratie. Naturellement, nécessairement juste. Cela vous confère une sorte de puissance morale, pour ainsi dire. Et c'est exact. C'est bien le ton de la rhétorique publique britannique en ce moment. Tant à gauche qu'à droite, on entend l'argument que j'ai entendu tant de fois au Parlement. Si vous n'arrêtez pas Poutine maintenant, il continuera encore et encore. C'est l'expression utilisée. Et de l'autre côté, nous soutiendrons l'Ukraine pour toujours. Nous donnerons à l'Ukraine tout ce qu'il faut. C'est l'autre formule. Tout ce qu'il faut. Et quand on demande, eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Ils répondent, la restauration des frontières de 2014. C'est encore l'objectif officiel de l'Union européenne, et je ne sais pas, de certaines parties de la coalition des volontaires.
C'est moralement répugnant parce qu'ils ne vont pas le faire et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Eh bien, c'est là toute la grande contradiction. Mais aussi, si on y oppose quelques faits, par exemple, cette idée de marcher vers l'ouest, vont-ils marcher sur Berlin, Paris? Je veux dire, rien de tout cela n'a le moindre sens. Ne pas s'arrêter à Paris, Londres, oui, Londres, Londres avec des drones et des hybrides. Mais je me demande toujours pourquoi. Comment une telle stratégie fonctionnerait-elle? Comment gouverneriez-vous tous ces gens qui ne veulent pas faire partie de vous? Comment les alliés russes réagiraient-ils à cela? Et le peuple russe? Je veux dire, les Russes considèrent ce qui s'est passé en Ukraine comme ayant été provoqué par l'Occident en février 2022, ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. C'est vrai. On peut même consulter des articles du New York Times où il est dit que, dès le lendemain du coup d'État, les États-Unis ont commencé à mettre en place une coopération en matière de renseignement et à remodeler le renseignement ukrainien pour en faire une arme contre la Russie. C'est une provocation. Cela ne signifie pas qu'il faille soutenir l'invasion de l'Ukraine, mais c'est bel et bien une provocation. Avant 2014, personne à Moscou ne parlait de revendiquer quoi que ce soit en Ukraine. Mais il n'y a pas de place pour ce genre d'argument. On considère presque que c'est trahir les vertus de la démocratie que de suggérer que l'autocratie d'en face puisse avoir de réelles et légitimes préoccupations en matière de sécurité. Mais je suppose que ma dernière question est la suivante. Si nous en sommes là aujourd'hui, la mondialisation, autrefois fondée sur l'idée d'un jeu à somme positive, s'est effondrée, et que nous revenons à une rivalité industrielle entre grandes puissances, semblable à celle de la fin du XIXe et du début du XXe siècle, alors comment, sachant que nous avons déjà emprunté cette voie, et que nous faisons désormais des pas vers la guerre, que nous nous préparons à la guerre, que nous parlons de guerre, non pas de la manière dont une guerre victorieuse pourrait être menée contre la plus grande puissance nucléaire du monde, mais tout de même de la manière de la vaincre. Comment empêcher la mondialisation de devenir un jeu à somme nulle et revenir à quelque chose qui ne nous mènera pas à la Troisième Guerre mondiale? Eh bien, je pense que c'est très difficile. Il y a ici une ou deux inconnues. Je pense que les tarifs de Trump sont un moyen de négociation. Il espère conclure des accords tarifaires avec d'autres pays. Il ne s'attend pas vraiment à ce que la plupart de ces tarifs restent en place. Ils font partie des ensembles qu'il recherche. Et cela est potentiellement coopératif. C'est potentiellement coopératif. Et j'espère, en ce sens, qu'il y a beaucoup de bonnes choses chez Trump. Personne au centre libéral n'a un mot aimable à dire sur lui. Mais je pense qu'il y a de bonnes choses chez Trump. L'inconnu, c'est le rôle de « et avec cela, où se situe réellement le pouvoir dans le système monétaire et économique ». Dans l'ancienne idée hégémonique, le pouvoir appartenait à l'État hégémonique, c'est-à-dire à l'État. Le pouvoir résidait d'un côté dans le gouvernement britannique au XIXe siècle et de l'autre dans le gouvernement américain au XXe siècle. Mais aujourd'hui, nous avons le pouvoir, un immense pouvoir, sur l'argent. Et qu'est-ce que l'argent? Je veux dire, peut-on imaginer un monde se fragmentant en différents blocs commerciaux, où un flux croissant d'argent se dirige vers les crypto-monnaies, de sorte que les banques centrales n'aient plus réellement le contrôle des flux monétaires nécessaires au fonctionnement de tout système? C'est là l'inconnu. Et je n'ai pas la réponse à cela. Eh bien, je me retrouve souvent partagé à propos de Trump, encore indécis. Parce que si tous ces tarifs, ces guerres économiques et ces menaces ne sont qu'une forme de coercition pour négocier un nouveau statu quo, parce que l'ancien s'est effondré, alors ce n'est pas de sa faute.
Dans ce cas, il serait en quelque sorte un homme de paix, capable de restaurer, ou plutôt d'établir, un nouveau statu quo. Mais si cette coercition vise à briser des puissances rivales, alors il pourrait être l'homme qui déclenche la Troisième Guerre mondiale. J'espère, et j'insiste sur le mot « espère », qu'il appartient à la première catégorie. Et je suis d'accord pour dire que supposer d'emblée qu'il relève de la seconde pourrait être une erreur. Mais j'espère qu'il réfléchira à cela, à la finalité de toute cette coercition économique. Car s'agit-il de faciliter une nouvelle réalité ou de la briser pour en instaurer une entièrement nouvelle? En somme, revenir aux années 1990 de primauté mondiale, mais RST Forward, Falling Forward, espère voir cette chaîne. Watching this channel. Yes, I hope so as well. oui, je l'espère aussi. Eh bien, encore une fois, merci de m'avoir permis de profiter de ton expertise. C'est toujours fascinant, alors merci. Ce fut un grand plaisir d'être parmi vous. It was a great pleasure. J'espère te revoir, malgré Wuhan, plutôt que plus tard. Soon. Oui, je pourrais te voir très bientôt au Portugal. Ce serait formidable. Merci. Very soon, so that's a great one. Thanks.